Un père célibataire nettoyait une salle de bain avec son fils quand une femme mystérieuse est apparue, et il est devenu pâle. Avant de commencer, cette vidéo voyage à travers les fuseaux horaires en ce moment. Partagez la saison que vous vivez là où vous êtes. Les lumières fluorescentes fredonnaient leur air familier tandis que Blake Thompson poussait son chariot de nettoyage dans le couloir désert du bâtiment de bureau Méridien. À 35 ans, ses mains étaient déjà usées après 7 ans de travail de nuit. 3 emplois différents et d'innombrables sacrifices qui étaient devenus aussi routiniers que la respiration. « Papa, puis-je aider à nettoyer les fenêtres ce soir ?» La voix d'Ethan résonnait doucement dans le couloir, ses petites baskets crissant sur le sol poli. Blake sourit, le cœur gonflé d'amour chaque fois que son fils de 7 ans l'appelait papa. « Bien sûr, mon gars, mais souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Reste près de moi. Ne touche à rien de tranchant. Et si quelqu'un arrive, je vais m'asseoir calmement près de ton chariot. » Ethan récita parfaitement, ses yeux brillants d'une innocence qui serrait la poitrine de Blake d'une protection farouche alors qu'ils travaillaient ensemble. Blake nettoyait tandis qu'Ethan organisait soigneusement les fournitures, le poids familier des souvenirs pesant sur l'esprit de Blake. Il y a 7 ans, Madison avait quitté leur petit appartement avec rien d'autre qu'une valise et un mot froissé qui vivait encore dans son portefeuille, « Je ne suis pas né pour être mère. Prends soin de lui. » Ethan avait alors 3 mois seulement quand elle avait disparu, laissant Blake avec un bébé, une pile de factures, et des questions qui le hantaient chaque jour. « Papa. » La voix d'Ethan interrompit ce douloureux souvenir. « Pourquoi les gens à l'école disent-ils que nous ne nous ressemblons pas ?» Les mains de Blake s'arrêtèrent sur la bouteille vaporisatrice. Cette question revenait de plus en plus souvent, et chaque fois, c'était comme un couteau qui tournait dans sa poitrine. Il se baissa à la hauteur des yeux d'Ethan, observant les traits délicats du garçon, ses cheveux clairs, ses yeux verts. Rien à voir avec les cheveux foncés et les yeux marrons de Blake. « Qu'est-ce que tu en penses, Ethan? Est-ce que nous nous ressemblons ?» Ethan inclina la tête pensivement. « Non, mais Madame Peterson dit que j'ai ton sourire et que je marche comme toi. » Un peu vite et en sautillant. La gorge de Blake se serra. « C'est vrai. Et tu sais ce qui compte le plus? » « Quoi? » « Que nous appartenons ensemble. C'est ça qui fait de nous une famille. » Mais même en disant ces mots, Blake ressentait cette douleur familière d'incertitude. Pendant 7 ans, il avait économisé chaque dollar qu'il pouvait, prévoyant de faire un test ADN. Mais chaque fois qu'il était assez près d'avoir l'argent, la vie intervenait, la fièvre d'Ethan nécessitant une visite aux urgences, la machine à laver cassée, les fournitures scolaires. Au fond de lui, Blake se demandait s'il avait peur de la vérité. Et si Ethan n'était pas son fils biologique? Et si Madison avait été avec quelqu'un d'autre? Cette pensée le terrifiait plus que n'importe quelle difficulté financière. « Papa, tu as l'air triste, » dit Ethan en touchant doucement le visage de Blake de sa petite main chaude. « Pas triste, mon gars. Je pense juste à la chance que j'ai de t'avoir. » Et c'était la vérité. Peu importe ce que révélerait le test ADN, peu importe les secrets de Madison, Ethan était son fils sous tous les aspects qui comptaient. Blake avait été là pour chaque fièvre nocturne, chaque premier mot, chaque genou écorché, chaque histoire du soir. Alors qu'il terminait le dernier bureau et se préparait à rentrer dans leur modeste appartement, Blake fit une promesse silencieuse, bientôt, il trouverait le courage et l'argent pour faire ce test. Pas parce que cela changerait ce qu'il ressentait pour Ethan, mais parce qu'il devait connaître la vérité. Ce que Blake ignorait, c'était que la vérité le cherchait déjà, et que son monde soigneusement construit allait bientôt changer à jamais. Le cri strident du réveil déchira l'obscurité à 5h30 du matin. Mais Blake était déjà éveillé, regardant Ethan dormir paisiblement dans le lit jumeau de leur chambre partagée. 6 heures de sommeil était un luxe auquel il avait appris à survivre. Encore un peu de sommeil, murmura Blake alors qu'Ethan bougeait, tendant automatiquement la main vers les vêtements que Blake avait préparés la veille. À 6 heures, ils étaient dans la Honda Civic de Blake, âgé de 10 ans, en route vers le cabinet médical du docteur Martinez où Blake attendait son 2e emploi. Ethan s'était blotti dans la salle d'attente avec ses devoirs tandis que Blake nettoyait les salles d'examen et désinfectait le matériel, gagnant $12 de l'heure pour 3 heures de travail. « Papa, j'ai fini mes maths », annonça Ethan en brandissant sa feuille d'exercice, dont l'écriture parfaite étonnait Blake chaque jour. « Laisse-moi voir ces fractions », dit Blake en vérifiant rapidement le travail tout en réapprovisionnant les fournitures médicales. « Parfait comme toujours. Tu es plus intelligent que ton vieux papa. »« Tu n'es pas vieux, » rit Ethan. « Tu es juste fatigué parce que tu travailles trop. »
La sagesse dans ces mots d'un garçon de 7 ans frappa Blake de plein fouet. Combien d'enfants de cet âge comprenaient vraiment le concept de travailler trop? Après avoir déposé Ethan à l'école, Blake se précipita vers son 3e emploi à l'école élémentaire Jefferson. Ironiquement, c'était la même école qu'Ethan fréquentait. Il passa 4 heures à nettoyer les salles de classe, les toilettes et les couloirs, gagnant juste assez pour joindre les deux bouts. La routine de l'après-midi, quand il allait chercher Ethan, était leur moment préféré. Ethan courait vers Blake avec des histoires sur sa journée, son visage s'illuminant quand il apercevait son père poussant un seau de serpillière dans le couloir de l'école. Monsieur Blake, appelaient les autres enfants. Ils le connaissaient tous comme le père d'Ethan qui travaillait à leur école. Et d'une certaine façon, cela rendait Blake moins honteux de sa situation. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un dîner de spaghettis avec de la sauce de marque distributeur, Blake compta les billets sur leur petite table de cuisine, loyer, factures, courses, fournitures scolaires d'Ethan, chaque dollar comptabilisé avec 37 dollars restants. Je peux préparer notre déjeuner pour demain, proposa Ethan en voyant l'expression inquiète de Blake. Je sais faire de très bonnes tartines au beurre de cacahuète maintenant. Le cœur de Blake se serra. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, mon gars. Je ne m'inquiète pas. J'aime aider. Ethan commença à débarrasser la table sans qu'on lui demande, une routine qu'il avait développée tout seul. Papa, pourquoi je n'ai pas de maman comme Sarah et Tommy? La question que Blake redoutait flottait dans l'air. Ethan ne l'avait jamais posée directement avant, et Blake se sentait totalement démuni. Certaines familles sont différentes, Ethan. Certains enfants ont une maman et un papa. D'autres ont juste un papa. Moi, j'ai juste une maman. Ce qui compte, c'est que quelqu'un t'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup? Plus que toutes les étoiles dans le ciel. Ethan sembla satisfait de cette réponse et retourna à la vaisselle avec une acceptation qui étonnait et inquiétait Blake. Aucun enfant de 7 ans ne devrait comprendre aussi bien l'absence d'un parent. Plus tard cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi, Blake ouvrit la boîte de café où il gardait son argent pour le test ADN, 43 dollars. À ce rythme, il lui faudrait encore 6 mois pour pouvoir payer le test à 300 dollars. Mais en regardant Ethan dormir paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rythmiquement, Blake sentit ce conflit familier refaire surface. Et si le test confirmait ses craintes? Et si cela prouvait qu'Ethan n'était pas son fils biologique? Cette pensée le terrifiait plus que toute pauvreté ou fatigue. Demain apporterait un nouveau cycle de 3 emplois, d'aide aux devoirs et d'histoire du soir. Mais ce soir, Blake prit une décision. Il trouverait un moyen de faire ce test. Quoi qu'il en coûte, la vérité, quelle qu'elle soit, l'attendait. 3 semaines après le début d'octobre, les questions commencèrent à revenir plus souvent. Blake s'en rendit compte d'abord lors de leur routine du soir. Ethan se regardait dans le miroir de la salle de bain en se brossant les dents, puis regardait Blake avec une expression perplexe qui nouait l'estomac de Blake d'anxiété. « Papa » dit Ethan d'une voix plus faible que d'habitude alors que Blake le bordait ce vendredi soir. Le vent d'automne faisait trembler les fenêtres de leur appartement, et le vieux radiateur émettait son rythme familier. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ?» Ethan tripotait son éléphant en peluche usé, le seul jouet qu'il avait depuis que Blake se souvienne. Aujourd'hui à la cantine, Connor a dit quelque chose qui m'a fait bizarre à l'intérieur. Le cœur de Blake s'accéléra, mais il garda la voix calme. Qu'est-ce que Connor a dit? Ethan fit une pause, ses yeux verts scrutant le visage de Blake. Il a dit, tu ne peux pas être mon vrai papa parce qu'on ne se ressemble pas, il a dit, les vraies familles se ressemblent toujours. Ces mots frappèrent Blake comme un coup physique, mais il se força à s'asseoir au bord du lit d'Ethan, choisissant ses mots avec soin. Ethan, regarde-moi. Blake attendit que ses yeux innocents croisent les siens. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'un homme est un vrai papa? Ethan réfléchit sérieusement, son esprit de 7 ans travaillant sur le concept. Je pense qu'un vrai papa, c'est quelqu'un qui te fait le petit déjeuner tous les matins, qui te lit des histoires et qui reste avec toi quand tu as peur. Exactement, dit Blake d'une voix pleine d'émotion. Un vrai papa, c'est quelqu'un qui reste, qui prend soin de toi, qui t'aime chaque jour. L'ADN ne fait pas une famille. L'amour oui. C'est quoi l'ADN? Blake chercha des mots adaptés à son âge. C'est comme des instructions dans ton corps qui décident de ton apparence, mais ça ne décide pas qui t'aime ou qui prend soin de toi. Ethan sembla satisfait de cette explication, mais Blake le vit étudier leur reflet dans la glace de la commode, de l'autre côté de la pièce.
Le contraste était indéniable, les cheveux foncés, les yeux marrons, la mâchoire forte et les larges épaules de Blake face aux traits délicats, aux cheveux châtain clairs et aux yeux verts perçants d'Ethan qui semblait tout voir. L'après-midi suivante, lors de la sortie d'école, Madame Henderson, la maîtresse d'Ethan, s'approcha de Blake avec cette expression prudente que les adultes ont quand ils doivent parler d'un sujet délicat. « Monsieur Thompson, puis-je vous parler un instant ?» La poitrine de Blake se serra. « Ethan a-t-il des problèmes ?» « Oh non. Au contraire. Ethan est exceptionnel. Son niveau de lecture est déjà celui d'un élève de 4e année, et son intelligence émotionnelle est remarquable. » Elle fit une pause, regardant autour du couloir animé. Je me demandais, a-t-il déjà été évalué pour des programmes pour enfants surdoués? Non, je n'y avais pas pensé. Eh bien, vous devriez y réfléchir. Il est très spécial. Madame Henderson hésita à nouveau. J'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, mais Ethan a mentionné que sa mère n'est pas présente. S'il y a des programmes ou des ressources auxquels vous avez besoin d'aide pour accéder. Blake sentit la honte familière monter dans sa nuque. Nous nous débrouillons bien, merci. Bien sûr, je voulais juste vous dire que si jamais vous avez besoin de parler de l'éducation d'un enfant aussi brillant, je suis là. Être parent seul est un défi, surtout avec un enfant surdoué qui pose des questions aussi profondes. Ce soir-là, alors que Blake aidait Ethan avec ses devoirs qui semblaient avancés pour son âge, il le regarda travailler avec une intensité et une concentration à la fois impressionnantes et préoccupantes. Ethan abordait chaque tâche méthodiquement. Jamais à la hâte, jamais en coupant les coins, des traits qui rappelaient Blake quelqu'un, même s'il ne pouvait pas dire qui. « Papa, pourquoi je suis différent des autres enfants ?» demanda soudain Ethan en levant les yeux de sa fiche de maths. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, j'aime lire plus que jouer aux jeux vidéo, et je pense à des choses qui font que les autres enfants se moquent de moi. » Et il hésita, « Et je n'ai pas de maman, alors que la plupart des enfants en ont une. » Blake posa ses papiers, les factures qu'il essayait d'organiser, et donna toute son attention à Ethan. Être différent, ce n'est pas mal, Ethan. Parfois, les personnes les plus spéciales sont celles qui voient le monde différemment. Mais tu te demandes parfois où est ma maman et pourquoi elle est partie. La franchise de la question surprit Blake. Il avait toujours essayé de protéger Ethan de la dure réalité de l'abandon de Madison. Mais son fils était clairement plus conscient qu'il ne le pensait. Je me pose la question parfois, admit Blake avec prudence. Mais ce que je sais, c'est que son départ concernait elle, pas toi. Tu es parfait tel que tu es. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi, Blake se retrouva à regarder d'anciennes photos sur son téléphone, les rares images qu'il avait de Madison, essayant de voir s'il y avait des ressemblances entre elle et Ethan qui l'auraient manqué. Plus il regardait, plus les questions se multipliaient dans son esprit. En novembre, Blake avait atteint son point de rupture avec l'incertitude. Chaque nuit, alors qu'il comptait l'argent dans sa boîte à café, la même question le tourmentait, vivait-il un mensonge? Le coup de grâce arriva un mardi matin quand Ethan demanda à Madame Henderson un arbre généalogique pour un projet scolaire. Blake entendit la conversation pendant la sortie d'école, voyant le visage de son fils s'effondrer quand la maîtresse suggéra de demander aux membres de la famille l'histoire familiale. « Nous n'avons pas vraiment de membres de la famille », murmura Ethan, et le cœur de Blake se brisa. Ce soir-là, Blake fit l'appel au centre de test ADN Accurate. « J'ai besoin de prendre rendez-vous pour un test de paternité », dit-il doucement au téléphone pendant qu'Ethan prenait sa douche, les mots lui semblant étrangers et terrifiants. « Certainement, monsieur, notre test standard coûte $299. Résultat sous 5 à 7 jours ouvrés. » Blake regarda sa boîte à café. Il avait économisé $260. Assez proche. Il pourrait mettre le reste sur sa carte de crédit. Pouvez-vous envoyer les résultats à mon lieu de travail au lieu de mon domicile? Bien sûr, nous comprenons les préoccupations de confidentialité. Le rendez-vous fut fixé au samedi matin. Blake dit à Ethan qu'ils allaient faire des papiers, ce qui n'était pas totalement un mensonge. Vendredi soir, Blake ne put pas dormir. Il resta assis à leur petite table de cuisine, regardant les photos sur son téléphone. C'est temps de souvenirs avec Ethan. Premier pas, premier mot, matin de Noël, histoire du soir, genoux écorchés et d'innombrables moments de pure joie. Et si le test prouvait qu'Ethan n'était pas son fils biologique? Est-ce que cela changerait ce qu'il ressentait? Est-ce que cela changerait tout?
Le samedi matin arriva avec des nuages gris de novembre et une énergie nerveuse qui faisait trembler les mains de Blake alors qu'il préparait le petit déjeuner. « Pourquoi tu es si silencieux, papa ?» demanda Ethan, le sirop coulant sur ses pancakes. « Je pense juste à des choses d'adultes. Rien dont tu dois t'inquiéter. » À la clinique, l'anxiété de Blake monta en flèche tandis qu'un technicien expliquait la simple procédure du frottis buccal. « Ça ne fait pas mal, hein ?» demanda Ethan, regardant le coton-tige avec des yeux curieux. « Pas du tout, mon chéri, » sourit le technicien. « C'est comme se brosser les dents, mais à l'intérieur de la joue. » Blake passa le premier, puis aida Ethan avec son prélèvement. Tout le processus dura moins de 10 minutes, mais ce fut comme franchir un pont qu'il ne pourrait jamais défaire. « Les résultats seront envoyés à votre lieu de travail dans une semaine, » confirma le technicien en scellant les échantillons dans des tubes étiquetés. Sur le chemin du retour, Ethan bavardait des plans pour le week-end tandis que l'esprit de Blake tournait à toute vitesse, explorant toutes les possibilités. Que ferait-il si ses pires craintes se confirmaient? Cet après-midi-là, Blake commença quelque chose de nouveau, il sortit un album photo qu'il n'avait jamais rempli et commença à organiser des photos de leur vie ensemble. Chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque mardi ordinaire devenu extraordinaire parce qu'il l'avait partagé. « Que fais-tu, papa ?» demanda Ethan en montant sur les genoux de Blake à la table de la cuisine. « Je fais un album souvenir de toutes nos aventures ensemble. Tu veux m'aider à choisir les photos? » Bien sûr, mon pote. En travaillant ensemble, Ethan montra ses préférés et raconta des histoires que Blake avait presque oubliées. Une chose devint parfaitement claire, quoi qu'il révèle, ce test ne changerait pas le fait qu'il avait élevé cet enfant remarquable. Il n'effacerait pas cette année d'amour, de sacrifice et de dévouement. Regarde, papa. Ethan tint une photo de son 5e anniversaire. Tu te souviens quand j'ai soufflé toutes les bougies et souhaité que tu n'aies plus jamais à faire 3 emplois? La gorge de Blake se serra. Je m'en souviens. Est-ce que mon vœu s'est réalisé? Pas encore, mon gars. Mais tu sais quoi? Même si je devais faire 10 emplois, tant qu'on est ensemble, je suis le papa le plus chanceux du monde. Ethan le serra fort dans ses bras, et Blake ressentit une montée de certitude. Quoi que révèle le test ADN, cet enfant était son fils en tout ce qui comptait vraiment. Mais il avait encore besoin de connaître la vérité. L'attente serait la partie la plus dure. L'enveloppe arriva au travail de Blake jeudi après-midi, juste alors qu'il terminait son service du matin au cabinet du docteur Martinez. Ses mains tremblaient quand il reconnut l'adresse de retour, centre de test ADN Accurate. Blake se réfugia dans le placard à fournitures, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il déchirait l'enveloppe scellée. L'entête officielle devint floue un instant avant que ses yeux ne se posent sur la ligne cruciale. Probabilité de paternité, 0%. Blake Thompson est exclu comme père biologique d'Ethan Thompson. Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Blake s'affaissa contre le mur du placard, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol froid en linoléum, le papier tremblant dans ses mains. Il n'était pas le père d'Ethan. 7 ans de soupçons, 7 ans de questions, et maintenant il savait. Madison avait tout menti. Mais même alors que son monde basculait, Blake ressentit une émotion inattendue mêlée à sa dévastation, le soulagement. L'incertitude qui le hantait depuis des années était enfin terminée. Blake relut les résultats 3 fois de plus, chaque lecture approfondissant la réalité. Quelque part, là dehors, se trouvait le père biologique d'Ethan, un homme qui n'avait aucune idée qu'il avait un fils brillant, aimant et extraordinaire de 7 ans. « Monsieur Blake ?» La voix du docteur Martinez appela depuis l'extérieur du placard. « Tout va bien là-dedans ?» Juste en train d'organiser les fournitures, répondit Blake en pliant rapidement le papier et en le mettant dans sa poche. « Je sors tout de suite. » Le reste de son service passa dans une sorte de brouillard. Blake nettoyait mécaniquement les salles d'examen et réapprovisionnait les fournitures tandis que son esprit était submergé de questions. Qui était le vrai père d'Ethan? Madison le savait-elle? L'avait-elle trompé, ou y avait-il quelque chose d'autre qu'il ne comprenait pas? Pendant sa pause déjeuner, Blake s'assit dans sa voiture et appela le centre de test. « J'ai besoin de comprendre quelque chose à propos de mes résultats, » dit-il quand un technicien répondit. « Certainement, monsieur. Quelle question avez-vous? » L'enfant. « Si je ne suis pas le père, y a-t-il un moyen de déterminer qui l'est? Seulement si le père biologique fournit un échantillon pour comparaison. Nous ne pouvons pas identifier des inconnus, seulement confirmer ou exclure des candidats connus. » Blake raccrocha,
se sentant plus perdu que jamais. Cet après-midi-là, en allant chercher Ethan à l'école, Blake regarda son fils courir vers lui avec ce sourire éclatant familier, son sac à dos rebondissant, complètement inconscient que tout avait changé. « Papa, devine ce qui s'est passé en cours de sciences aujourd'hui ? » « Quoi, mon pote ?» Blake força de l'enthousiasme dans sa voix, soulevant Ethan dans leur accolade habituelle après l'école. « Madame Peterson nous a montré comment les papillons ont de l'ADN qui leur dit comment faire pour que leurs ailes aient les bonnes couleurs. C'est cool, non ? » L'ironie n'échappa pas à Blake. Très cool. Sur le chemin du retour, alors qu'Ethan bavardait de sa journée, Blake prit une décision silencieuse. Ce test ADN ne changeait rien à ses sentiments. Ethan restait son fils. Pas à cause des gènes partagés, mais à cause de l'amour partagé, des luttes partagées, des rires partagés, et de 7 ans de dévouement inébranlable. Ce soir-là, Blake regarda Ethan faire ses devoirs avec sa précision méthodique habituelle. Et au lieu de se demander de qui il avait hérité son intelligence, Blake fut fier des valeurs qu'il lui avait inculquées. La gentillesse, l'éthique de travail, la résilience, tout venait de leur vie ensemble. « Papa, tu as l'air différent aujourd'hui », observa Ethan, levant les yeux de sa lecture. « Différent ? Comment ça ? Je ne sais pas. Comme si tu avais compris quelque chose, mais que tu n'étais pas sûr si c'est bien ou mal. » Blake s'émerveilla de la perspicacité de son fils. « Tu es plutôt intelligent, tu sais ça ? Je l'ai appris de toi. » Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Blake s'assit à leur table de cuisine, les résultats ADN étalés devant lui. Il pensa à Madison, où qu'elle soit, et à si elle connaissait la vérité sur la paternité d'Ethan. Ce que Blake ignorait, c'est que Madison savait exactement qui était le père d'Ethan, et qu'elle était déjà plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer. La vérité avait libéré Blake des années d'incertitude, mais elle allait apporter des complications qu'il n'aurait jamais pu prévoir. 3 semaines après avoir reçu les résultats ADN, Blake commença à remarquer des choses qui lui hérissaient le poil. Ça avait commencé petit, une berline noire garée en face de leur immeuble qui n'était plus là le lendemain matin, une sensation d'être observé pendant son service du soir dans le bâtiment de bureau. Au début, Blake attribua cela à de la paranoïa causée par le stress d'avoir appris la véritable paternité d'Ethan, mais les signes devinrent difficiles à ignorer. « Pourquoi tu es tout silencieux, papa ?» demanda Ethan, le sirop coulant sur ses pancakes. « Je pense juste à des trucs d'adultes. Rien dont tu doives t'inquiéter. » À la clinique, l'anxiété de Blake monta en flèche alors qu'un technicien expliquait la simple procédure du prélèvement buccal. « Ça ne fait pas mal, hein ?» demanda Ethan, les yeux curieux fixant le coton-tige. « Pas du tout, mon chéri, » sourit le technicien. « C'est comme te brosser les dents, mais à l'intérieur de la joue. » Blake passa le premier, puis aida Ethan avec son prélèvement. Le processus dura moins de 10 minutes, mais ce fut comme franchir un pont qu'il ne pourrait jamais défaire. Les résultats seront envoyés à votre lieu de travail dans une semaine, confirma le technicien en scellant les échantillons dans des tubes étiquetés. Sur le chemin du retour, Ethan bavardait des plans pour le week-end pendant que l'esprit de Blake s'emballait avec toutes les possibilités. Que ferait-il si ses pires craintes se confirmaient ? Cet après-midi-là, Blake commença quelque chose de nouveau, il sortit un album photo qu'il n'avait jamais rempli et commença à organiser des photos de leur vie ensemble. Chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque mardi ordinaire devenu extraordinaire parce qu'il l'avait partagé. « Que fais-tu, papa ?» demanda Ethan en montant sur les genoux de Blake à la table de la cuisine. « Je fais un album souvenir de toutes nos aventures ensemble. Tu veux m'aider à choisir les photos ? » « Bien sûr, mon pote. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, Ethan montrait ses photos préférées et racontait des histoires que Blake avait presque oubliées. Une chose devint claire comme de l'eau de roche, quoi qu'il révèle, ce test ne changerait pas le fait qu'il avait élevé cet enfant remarquable. Il n'effacerait pas cette année d'amour, de sacrifice et de dévouement. « Regarde, papa. » Ethan montra une photo de son 5e anniversaire. « Tu te souviens quand j'ai soufflé toutes les bougies et souhaité que tu n'aies plus jamais à faire 3 emplois ? » La gorge de Blake se serra. « Je m'en souviens. Est-ce que mon vœu s'est réalisé ? » Pas encore, mon gars. Mais tu sais quoi ? Même si je devais faire 10 emplois, tant qu'on est ensemble, je suis le papa le plus chanceux du monde. Ethan le serra fort dans ses bras, et Blake ressentit une vague de certitude. Quoi que révèle le test ADN, cet enfant était son fils en tout ce qui comptait vraiment. Mais il avait encore besoin de connaître la vérité.
L'attente serait la partie la plus dure. L'enveloppe arriva au travail de Blake jeudi après-midi, juste au moment où il terminait son service du matin au cabinet du docteur Martinez. Ses mains tremblaient en reconnaissant l'adresse de retour, centre de test ADN Accurate. Blake se verrouilla dans le placard à fournitures, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il déchirait l'enveloppe scellée. L'entête officielle devint floue un instant avant que ses yeux ne se posent sur la ligne cruciale. Probabilité de paternité, 0%. Blake Thompson est exclu en tant que père biologique d'Ethan Thompson. Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Blake s'affaissa contre le mur du placard, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol froid en linoléum, le papier tremblant dans ses mains. Il n'était pas le père d'Ethan. 7 ans de soupçons, 7 ans de questions, et maintenant il savait. Madison avait tout menti. Mais même alors que son monde basculait, Blake ressentit une émotion inattendue mêlée à la dévastation, le soulagement. L'incertitude qui le hantait depuis des années était enfin terminée. Blake relut les résultats 3 fois de plus, chaque lecture enfonçant davantage la réalité. Quelque part, là-dehors, se trouvait le père biologique d'Ethan, un homme qui ignorait qu'il avait un fils brillant, aimant et extraordinaire de 7 ans. « Monsieur Blake ?» La voix du docteur Martinez appela depuis l'extérieur du placard. « Tout va bien là-dedans ?» Juste en train d'organiser les fournitures, répondit Blake en pliant rapidement le papier et en le mettant dans sa poche. « Je sors tout de suite. » Le reste de son service passa dans une sorte de brouillard. Blake nettoyait mécaniquement les salles d'examen et réapprovisionnait les fournitures tandis que son esprit était submergé de questions. Qui était le vrai père d'Ethan? Madison le savait-elle? L'avait-elle trompé, ou y avait-il autre chose qu'il ne comprenait pas? Pendant sa pause déjeuner, Blake s'assit dans sa voiture et appela le centre de test. « J'ai besoin de comprendre quelque chose à propos de mes résultats, dit-il quand un technicien répondit. « Certainement, monsieur. Quelle question avez-vous? » L'enfant. « Si je ne suis pas le père, y a-t-il un moyen de savoir qui l'est? Seulement si le père biologique fournit un échantillon pour comparaison. Nous ne pouvons pas identifier d'inconnus, seulement confirmer ou exclure des candidats connus. » Blake raccrocha, se sentant plus perdu que jamais. Cet après-midi-là, en allant chercher Ethan à l'école, Blake regarda son fils courir vers lui avec ce sourire éclatant familier, son sac à dos rebondissant, complètement inconscient que tout avait changé. « Papa, devine ce qui s'est passé en cours de sciences aujourd'hui? »« Quoi, mon pote ?» Blake força de l'enthousiasme dans sa voix, soulevant Ethan dans leur accolade habituelle après l'école. « Madame Peterson nous a montré comment les papillons ont de l'ADN qui leur dit comment faire pour que leurs ailes aient les bonnes couleurs. C'est cool, non ?» L'ironie n'échappa pas à Blake. Très cool. Sur le chemin du retour, alors qu'Ethan bavardait de sa journée, Blake prit une décision silencieuse. Ce test ADN ne changeait rien à ses sentiments. Ethan restait son fils. Pas à cause des gènes partagés, mais à cause de l'amour partagé, des luttes partagées, des rires partagés, et de 7 ans de dévouement inébranlable. Ce soir-là, Blake regarda Ethan faire ses devoirs avec sa précision méthodique habituelle. Et au lieu de se demander de qui il avait hérité son intelligence, Blake fut fier des valeurs qu'il lui avait inculquées. La gentillesse, l'éthique de travail, la résilience, tout venait de leur vie ensemble. « Papa, tu as l'air différent aujourd'hui, » observa Ethan, levant les yeux de sa lecture. « Différent? Comment ça? Je ne sais pas. Comme si tu avais compris quelque chose, mais que tu n'étais pas sûr si c'est bien ou mal. » Blake s'émerveilla de la perspicacité de son fils. « Tu es plutôt intelligent, tu sais ça? Je l'ai appris de toi. » Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Blake s'assit à leur table de cuisine, les résultats ADN étalés devant lui. Il pensa à Madison, où qu'elle soit, et à si elle connaissait la vérité sur la paternité d'Ethan. Ce que Blake ignorait, c'est que Madison savait exactement qui était le père d'Ethan, et qu'elle était déjà plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer. La vérité avait libéré Blake des années d'incertitude, mais elle allait apporter des complications qu'il n'aurait jamais pu prévoir. 3 semaines après avoir reçu les résultats ADN, Blake commença à remarquer des choses qui lui hérissaient le poil. Cela avait commencé petit, une berline noire garée en face de leur immeuble qui n'était plus là le lendemain matin, une sensation d'être observé pendant son service du soir dans le bâtiment de bureau. Au début, Blake attribua cela à de la paranoïa causée par le stress d'avoir appris la véritable paternité d'Ethan, mais les signes devinrent difficiles à ignorer. « Monsieur Thompson. »
Le gardien de sécurité du bâtiment Méridien a approché Blake lors de son service du jeudi soir. Quelqu'un s'est renseigné sur vous hier. La poignée de la serpillière glissa de la main de Blake. Qui a demandé, exactement? Votre emploi du temps, depuis combien de temps vous travaillez ici, si vous amenez parfois quelqu'un avec vous? Le gardien, Miguel, avait l'air préoccupé. Une femme à l'allure professionnelle, très polie, mais quelque chose clochait. Elle a dit qu'elle mettait à jour les dossiers des employés, mais j'ai vérifié auprès de la direction. Personne n'a autorisé la moindre mise à jour. La bouche de Blake s'assécha. A-t-elle donné un nom? Sarah quelque chose. Elle est partie avant que je puisse avoir plus de détails. Ce vendredi après-midi, l'anxiété de Blake monta en flèche lorsque la maîtresse d'Ethan, Madame Henderson, le retint pendant la sortie de l'école. Monsieur Thompson, je dois vous informer de quelque chose d'inhabituel. Une femme a approché Ethan pendant la récréation hier, lui posant des questions sur sa situation familiale. Les instincts protecteurs de Blake s'enflammèrent immédiatement. Quel genre de questions? S'il était heureux chez lui, s'il parlait parfois de sa mère, depuis combien de temps il vivait seulement avec son père. L'expression de Madame Henderson était grave. Ethan a dit qu'elle semblait gentille, mais qu'elle avait l'air triste quand elle lui parlait. Il a mentionné qu'elle avait de beaux yeux verts, comme les miens. Le sang de Blake se figea. Des yeux verts comme ceux d'Ethan. S'est-elle présentée? Montrer une pièce d'identité? Non, et c'est ce qui m'inquiète. Nos surveillants de la cour de récréation sont allés la voir, mais elle est partie rapidement. J'ai déjà contacté le bureau principal et renforcé la surveillance lors des activités extérieures. Blake s'agenouilla au niveau des yeux d'Ethan. Mon pote, Madame Henderson m'a parlé de la dame qui t'a parlé hier. Peux-tu me dire exactement ce qu'elle a dit? Ethan bougea son sac à dos, réfléchissant attentivement. Elle m'a demandé si j'aimais vivre juste avec toi. Et si je pensais parfois à ma maman. J'ai dit, tu es le meilleur papa du monde et je n'ai besoin de personne d'autre. Elle avait l'air sur le point de pleurer. A-t-elle dit son nom? Elle a dit de l'appeler Sarah. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui tenait beaucoup à moi, mais qui vivait loin. L'esprit de Blake s'emballa. Le même prénom que celui mentionné par Miguel, Sarah. Quelqu'un les surveillait, posait des questions précisément sur Ethan, et savait assez pour s'adresser directement à son fils. Ce soir-là, Blake appela la directrice de l'école et déposa une plainte officielle. Il contacta aussi la ligne de police non urgente, bien que l'agent lui expliqua que sans menace ou préjudice concret, il y avait peu à faire à part documenter l'incident. Le sommeil de Blake devint agité, rempli d'anxiété à l'idée de savoir qui pouvait les surveiller et pourquoi. Pendant ses services du week-end, il se surprenait à toujours jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, à scruter les visages inconnus ou cette berline noire. Le lundi matin, en déposant Ethan à l'école, Blake remarqua une femme vêtue simplement, près du passage piéton. Elle portait des lunettes de soleil malgré le ciel gris de novembre, et semblait observer l'entrée de l'école. Mais quand Blake la regarda directement, elle se détourna et se hâta vers une voiture de luxe garée dans la rue. « Papa, c'est elle » murmura Ethan en tirant la manche de Blake. « C'est la dame qui m'a parlé. » Le cœur de Blake battait la chamade, mais avant qu'il ne puisse réagir, la femme avait disparu, ne laissant qu'un faible parfum de parfum cher et la certitude grandissante de Blake que leur vie soigneusement construite allait changer à jamais. Quelqu'un savait pour Ethan, quelqu'un avec de l'argent, des relations et les ressources pour engager des enquêteurs. Blake avait un mauvais pressentiment sur l'identité possible de cette personne. Le monde de Blake devint un labyrinthe d'ombre et de doutes. La surveillance mystérieuse s'intensifia au fil de la semaine, passant d'observations discrètes à une invasion évidente de leur vie privée. Mardi matin, le premier appel téléphonique survint. Blake décrocha pendant sa pause au cabinet du docteur Martinez, mais n'entendit que le silence avant que la ligne ne coupe. Le numéro affiché était inconnu. Les appels continuèrent, toujours à des heures différentes, toujours selon le même schéma, quelqu'un appelait, Blake répondait, quelques secondes de silence, puis raccrochait. « Papa, pourquoi tu as l'air effrayé quand ton téléphone sonne ?» demanda Ethan jeudi soir, pendant qu'ils dînaient à leur petite table de cuisine. Blake força un sourire. « Pas effrayé, mon pote. Je me demande juste qui appelle sans parler. Peut-être qu'ils sont timides, suggéra Ethan avec la logique d'un enfant de 7 ans, ce qui serra le cœur de Blake. Comment expliquer à son fils innocent que quelqu'un les traquait? La surveillance devint plus audacieuse.
Blake repéra la même berline noire 3 fois différente pendant ses trajets entre ses emplois. Lorsqu'il prit délibérément un chemin inhabituel pour tester ses soupçons, la voiture le suivit. Lorsqu'il s'arrêta dans une station-service et observa dans son rétroviseur, la berline se gara en face et attendit. Miguel, le gardien de sécurité du bâtiment Méridien, apporta des nouvelles plus inquiétantes à Blake pendant son service de nuit. Cette femme est revenue, rapporta Miguel. Cette fois, elle avait des papiers officiels, prétendant faire une évaluation de bien-être pour la cour familiale. Elle a demandé comment tu travailles, si tu sembles stable, si le gamin que tu amènes parfois semble bien soigné. Qu'est-ce que tu lui as répondu? La vérité. Que tu es le travailleur le plus acharné qu'on ait, et que ton garçon est poli et intelligent comme tout. L'expression de Miguel s'assombrit. Mais je lui ai dit qu'elle devait passer par les voies officielles si elle voulait des infos. Elle n'a pas aimé cette réponse. Les mains de Blake se serrèrent sur ses produits de nettoyage. Quelqu'un construisait un dossier contre lui, documentait sa vie, enquêtait sur sa capacité à être parent. Mais pourquoi? Le vendredi après-midi apporta le développement le plus troublant jusqu'à présent. Pendant leur conversation habituelle après l'école, Ethan révéla plus de détails sur sa rencontre avec la mystérieuse femme. « Papa, je me suis rappelé autre chose à propos de la jolie dame, » dit Ethan en marchant vers la voiture de Blake. « Quoi donc, mon pote? » Quand elle m'a regardé, elle a touché son cœur et a dit que je lui rappelais quelqu'un de très spécial qu'elle manquait tous les jours. Ethan fit une pause, ses yeux verts sérieux. Et elle connaissait mon nom même si je ne le lui avais pas dit. Blake s'arrêta de marcher. Elle connaissait ton nom. Elle a dit, tu dois être Ethan. Comme si elle savait déjà qui j'étais. Et quand j'ai dit oui, elle a commencé à pleurer. Pas en criant, mais ses yeux se sont remplis de larmes et elle regardait mon visage comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Le sang de Blake se glaça. Ce n'était pas une surveillance au hasard ou une erreur d'identité. Quelqu'un savait exactement qui était Ethan, connaissait des détails précis sur leur vie, et menait ce qui ressemblait à une reconnaissance. Ce soir-là, Blake prit une décision difficile. Monsieur Thompson. Le gardien de sécurité du bâtiment Méridien a approché Blake pendant son service du jeudi soir. Quelqu'un a demandé à vous voir hier. Le balai a glissé des mains de Blake. Demandez quoi exactement? Votre emploi du temps, depuis combien de temps vous travaillez ici, si vous amenez parfois quelqu'un avec vous. Le gardien Miguel avait l'air inquiet. Une femme d'allure professionnelle, très polie, mais quelque chose n'allait pas. Elle disait qu'elle mettait à jour les dossiers des employés, mais j'ai vérifié avec la direction. Personne n'a autorisé de mise à jour. La bouche de Blake s'est asséchée. A-t-elle donné un nom? Sarah quelque chose. Elle est partie avant que je puisse avoir plus de détails. Le vendredi après-midi, l'anxiété de Blake a augmenté quand la maîtresse d'Ethan, Madame Henderson, l'a pris à part lors de la sortie d'école. Monsieur Thompson, je dois vous informer de quelque chose d'inhabituel. Une femme a approché Ethan pendant la récréation hier, lui posant des questions sur sa situation familiale. Les instincts protecteurs de Blake se sont immédiatement éveillés. Quel genre de questions? Si tu es heureux à la maison, si tu parles parfois de ta maman, combien de temps tu as vécu juste avec ton père? L'expression de Madame Henderson était sérieuse. Ethan a dit qu'elle semblait gentille, mais qu'elle avait l'air triste quand elle lui parlait. Il a mentionné qu'elle avait de beaux yeux verts, comme les miens. Le sang de Blake s'est glacé. Des yeux verts comme Ethan. S'est-elle présentée? A-t-elle montré une pièce d'identité? Non, et c'est ce qui m'inquiète. Nos surveillants de la cour de récréation sont allés vers elle, mais elle est partie rapidement. J'ai déjà contacté le bureau principal et renforcé la surveillance pendant les activités extérieures. Blake s'est agenouillé au niveau des yeux d'Ethan. Mon grand, Madame Henderson m'a parlé de la dame qui t'a parlé hier. Peux-tu me dire exactement ce qu'elle t'a dit? Ethan a bougé son sac à dos, réfléchissant attentivement. Elle a demandé si j'aimais vivre juste avec toi. Et si je pensais parfois à ma maman quand j'ai dit, tu es le meilleur papa du monde et je n'ai besoin de personne d'autre. Elle avait l'air qu'elle allait pleurer. A-t-elle dit son nom? Elle a dit qu'on l'appelait Sarah. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui tenait beaucoup à moi mais qui vivait loin. L'esprit de Blake s'est emballé. Le même prénom que celui que Miguel a mentionné, Sarah. Quelqu'un enquêtait sur eux, posait des questions spécifiquement sur Ethan, et il savait assez pour approcher directement son fils.
Ce soir-là, Blake a appelé la direction de l'école pour déposer une plainte officielle. Il a aussi contacté la ligne non urgente de la police, bien que l'officier lui ait expliqué que sans menace ou danger réel, il ne pouvait que documenter l'incident. Le sommeil de Blake est devenu agité, rempli d'angoisse à l'idée de savoir qui pourrait les surveiller et pourquoi. Pendant ses services du week-end, il se surprenait à regarder constamment par-dessus son épaule, scrutant les visages inconnus ou cette berline sombre. Le lundi matin, alors que Blake déposait Ethan à l'école, il a remarqué une femme en vêtements simples, près du passage piéton, portant des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse de novembre. Elle semblait surveiller l'entrée de l'école. Mais quand Blake a croisé son regard, elle s'est détournée et s'est dirigée rapidement vers une voiture de luxe garée plus loin dans la rue. « Papa, c'est elle » a chuchoté Ethan en tirant la manche de Blake. « C'est la dame qui m'a parlé. » Le cœur de Blake battait à tout rompre, mais avant qu'il ne puisse réagir, la femme avait disparu, ne laissant que la légère odeur d'un parfum de luxe et la certitude grandissante de Blake que leur vie soigneusement construite allait bientôt changer à jamais. Quelqu'un savait pour Ethan, quelqu'un avec de l'argent, des connexions, et les ressources nécessaires pour engager des enquêteurs. Blake avait un terrible pressentiment sur qui cette personne pouvait être. Le monde de Blake était devenu un labyrinthe d'ombre et de doutes. La surveillance mystérieuse s'est intensifiée au fil de la semaine, passant d'une simple observation subtile à une invasion flagrante de leur intimité. Le mardi matin, le premier appel téléphonique est arrivé. Blake a décroché son portable pendant sa pause au cabinet du docteur Martinez, mais n'a entendu que le silence avant que la ligne ne soit coupée. Quand il a vérifié l'identifiant de l'appelant, c'était un numéro inconnu. Les appels ont continué, toujours à des heures différentes, avec le même schéma, quelqu'un appelait, Blake répondait, et après quelques secondes de silence, raccrochait. « Papa, pourquoi tu as l'air effrayé quand ton téléphone sonne ?» a demandé Ethan jeudi soir alors qu'ils partageaient leur dîner à leur petite table de cuisine. Blake a forcé un sourire. « Pas effrayé, mon grand. Juste curieux de savoir qui appelle sans parler. » Peut-être qu'ils sont timides, a suggéré Ethan avec la logique innocente d'un enfant de 7 ans, ce qui a serré le cœur de Blake. Comment pourrait-il expliquer à son fils innocent que quelqu'un les traquait? La surveillance est devenue plus audacieuse. Blake a repéré la même berline sombre 3 fois différente pendant ses trajets entre ses emplois. Quand il a pris un itinéraire inhabituel pour vérifier ses soupçons, la voiture l'a suivi. Quand il s'est arrêté à une station-service, il a vu dans son rétroviseur la berline garée de l'autre côté de la rue, attendant. Miguel, le gardien de sécurité du bâtiment Méridien, a de nouveau approché Blake avec des nouvelles troublantes. Cette femme est revenue, a rapporté Miguel pendant le service de nuit de Blake. Cette fois, elle avait des papiers officiels et prétendait effectuer une évaluation de bien-être pour le tribunal de la famille. Elle a demandé à propos de ta performance au travail, si tu semblais stable, si l'enfant que tu amènes parfois semble bien soigné. Que as-tu répondu? La vérité. Que tu es le travailleur le plus acharné que nous ayons, et que ton garçon est poli et intelligent. L'expression de Miguel s'est assombrie. Mais je lui ai dit qu'elle devait passer par les voies officielles si elle voulait des informations. Elle n'a pas aimé cette réponse. Les mains de Blake se sont crispées autour de ses produits de nettoyage. Quelqu'un construisait un dossier contre lui. Documentant sa vie, enquêtant sur son aptitude à être parent. Mais pourquoi? Le vendredi après-midi a amené un développement encore plus troublant. Pendant leur conversation habituelle après l'école, Ethan a révélé plus de détails sur sa rencontre avec la mystérieuse femme. « Papa, je me souviens de quelque chose d'autre à propos de la jolie dame, » a dit Ethan en marchant vers la voiture de Blake. « Quoi donc, mon grand? » Quand elle m'a regardé, elle a touché son cœur et a dit que je lui rappelais quelqu'un de très spécial qu'elle manquait tous les jours. Ethan a fait une pause, ses yeux verts sérieux. Et elle connaissait mon nom même si je ne le lui avais pas dit. Blake s'est arrêté de marcher. Elle connaissait ton nom? Elle a dit « Tu dois être Ethan ». Comme si elle savait déjà qui j'étais. Et quand j'ai dit oui, elle a commencé à pleurer. Pas bruyamment, mais ses yeux se sont remplis de larmes et elle me regardait comme si elle essayait de se souvenir. Le sang de Blake s'est glacé. Ce n'était pas une surveillance par hasard ni une erreur d'identité. Quelqu'un savait exactement qui était Ethan, connaissait leur vie en détail, et menait ce qui ressemblait à une reconnaissance. Ce soir-là, Blake a pris une décision difficile. Ses yeux dépassèrent Blake pour se fixer sur Ethan avec une intensité à la fois pleine d'amour et déchirante. Il est tellement beau. Il a tellement grandi.
Tu nous as observés, déclara Blake, sa voix gagnant en force à mesure que la colère montait. Les enquêteurs, la surveillance, les appels téléphoniques, c'était tout toi. Je devais savoir qu'il était en sécurité. Je devais voir quel genre d'homme tu étais devenu. Quel genre de père? La voix de Madison se brisa légèrement. J'ai engagé Sarah Mitchell il y a 6 mois pour vous retrouver tous les deux. Ethan se leva lentement, son esprit de 7 ans traitant la tension entre les adultes. Papa, c'est qui cette dame? La tenue de Madison se fissura, des larmes coulant sur ses joues lorsqu'elle entendit Ethan appeler Blake, papa, avec tant d'amour et de confiance naturelle. Ethan, dit Blake avec précaution. Voici Madison. C'est quelqu'un de mon passé. C'est elle qui nous a surveillés, n'est-ce pas? La voix d'Ethan était assurée, mais il se rapprocha de Blake. La jolie dame aux yeux verts. Madison s'agenouilla au niveau des yeux d'Ethan, gardant ses distances, mais buvant chaque détail de son visage. Oui, mon chéri. Je suis désolé si je t'ai fait peur. Je voulais juste voir à quel point tu étais devenu merveilleux. Madison, tu dois partir, dit Blake fermement. Tu ne peux pas débarquer après 7 ans, et je sais ce que tu as découvert. Madison l'interrompit en se levant lentement. Le test ADN. Tu sais qu'Ethan n'est pas ton fils biologique. Le sang de Blake se vida de son visage. Comment as-tu pu? Parce que j'ai toujours su à qui il appartient. La voix de Madison était à peine audible. Richard Sterling est son père biologique. Blake, mon défunt mari, Ethan est le fils de Richard, pas le tien. La révélation frappa Blake comme un coup physique, même si une partie de lui avait soupçonné quelque chose comme ça. Mais l'entendre confirmer, voir la douleur et la culpabilité dans les yeux de Madison, rendit la trahison fraîche et dévastatrice. Tu savais, murmura Blake. Tout ce temps, tu savais que tu me laissais avec un enfant qui n'était pas le mien. Nous le savions tous les deux, avoua Madison, sa tenue complètement brisée maintenant. Richard et moi, nous étions des lâches. Nous avons choisi nos carrières, notre avenir, plutôt que la responsabilité. Nous nous sommes convaincus que tu serais meilleur pour Ethan que nous ne l'aurions jamais été. Ethan regardait les adultes, comprenant plus qu'on ne le pensait. Tu es ma mère biologique, n'est-ce pas? Madison hocha la tête, incapable de parler. Et mon père biologique. Il est mort l'an dernier, réussit-elle à dire. Du cancer. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement brisé par le système de ventilation du bâtiment et le bruit lointain de la circulation à 22 étages en dessous. Blake fixait la femme qui avait détruit sa vie il y a 7 ans, et qui menaçait maintenant de la détruire à nouveau, se demandant ce qu'elle voulait et comment il pourrait protéger l'enfant qui signifiait tout pour lui. Le couloir semblait rétrécir autour d'eux alors que la confession de Madison flottait dans l'air comme un poison. Blake sentit 7 ans de questions se cristalliser soudain en une rage si pure qu'elle menaçait de le consumer. Richard Sterling, répéta lentement Blake, le nom étranger sur sa langue. Ton patron, l'homme avec qui tu avais une liaison pendant que nous étions ensemble. Madison sursauta, mais acquiesça. Tout a commencé comme une relation au travail. Quand je suis tombée enceinte, Richard a immédiatement fait des tests. Il était méthodique sur tout, y compris abandonner son propre fils. Blake, tu dois comprendre. Comprendre quoi? La voix de Blake monta, forçant Ethan à se rapprocher instinctivement de lui. Que vous avez planifié ça? Que tu m'as délibérément laissé un bébé dont tu savais qu'il n'était pas le mien? Les larmes de Madison coulaient librement maintenant. Nous étions jeunes et égoïstes. Richard construisait son entreprise et j'étais ambitieuse. Nous nous sommes convaincus qu'un bébé gâcherait tout ce pourquoi nous avions travaillé. Alors, vous avez gâché ma vie à la place. Nous pensions que tu finirais par comprendre et le donner en adoption. Nous n'avons jamais imaginé que tu l'élèverais comme le tien pendant 7 ans. Blake la regarda, incrédule. Tu pensais que j'abandonnerais un bébé de 3 mois? Quel genre de monstre étiez-vous? Ethan tira sur la manche de Blake. Papa, tu me fais peur. Blake s'agenouilla immédiatement, forçant sa voix à devenir douce. Je suis désolé, mon grand. Je ne suis pas en colère contre toi. Je te promets que ce sont des affaires d'adultes qui ne te concernent pas. Madison observa cette interaction avec un mélange de chagrin et d'émerveillement. Regarde comme il te fait complètement confiance. Regarde combien il t'aime. Parce que je l'ai mérité, dit Blake avec force, se relevant.
Parce que j'étais là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque genou écorché, chaque histoire du soir. Parce que je l'ai choisi chaque jour pendant 7 ans alors que toi et Richard viviez vos vies parfaites en faisant semblant qu'il n'existait pas. Ce n'était pas parfait, murmura Madison. Richard est mort seul et amer, rongé par le regret. Et moi, j'ai été vide pendant des années, sachant que j'avais abandonné la chose la plus précieuse de ma vie. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi revenir maintenant? La tenue de Madison se fissura complètement. Parce que Richard m'a tout laissé. Des centaines de millions de dollars, des entreprises, des propriétés, et tout ce à quoi je pensais, c'était au fils que nous avions jeté comme s'il ne comptait pas. L'argent, dit Blake avec dégoût. Tu crois que l'argent règle ça? Je ne veux pas régler ça avec de l'argent, dit Madison. Je veux régler ça en donnant à Ethan la vie qu'il mérite. L'éducation, les opportunités, l'avenir que moi seul peux lui offrir maintenant. Blake sentit de la glace dans ses veines. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux récupérer mon fils. Ces mots frappèrent Blake comme une agression physique. Ethan se serra contre sa jambe, sentant le changement d'énergie, même s'il ne comprenait pas toutes les implications. Il n'est pas ton fils, dit Blake doucement, dangereusement. Tu as abandonné ce droit il y a 7 ans quand tu es parti. Biologiquement, il est mon fils. Et celui de Richard. Nous avons des droits, Blake. Des droits légaux. Richard est mort, mais pas moi. J'ai maintenant les ressources pour offrir à Ethan tout ce que tu n'as jamais pu. La voix de Madison devint plus forte, plus déterminée. École privée, voyage, fonds pour l'université, des opportunités au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Blake rapprocha Ethan, ses instincts protecteurs en alerte maximale. Nous partons. Ne nous contacte plus. Blake, attends. La voix de Madison l'arrêta. J'ai déjà parlé à des avocats. J'ai un dossier très solide pour récupérer la garde. Je suis sa mère biologique. J'ai des ressources illimitées, et je peux prouver que je suis maintenant capable de lui offrir de bien meilleures conditions. Le monde de Blake vacilla sur son axe. Tu me menaces. Je t'offre un choix. On peut faire ça à l'amiable ou par la force. Mais dans tous les cas, je vais faire partie de la vie d'Ethan à nouveau. Le silence s'étira entre eux, chargé de cette année de douleur, de trahison et d'amour. Blake savait que sa guerre ne faisait que commencer. Madison s'approcha, ses talons de créatrice résonnant dans le couloir désert alors qu'elle sentait le choc de Blake. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par une détermination froide qui effrayait Blake plus que son chagrin. Je ne veux pas me battre contre toi, Blake. Malgré tout, je vois que tu as été un bon père pour lui. Elle jeta un regard à Ethan, qui serrait la jambe de Blake avec une anxiété grandissante. Mais je peux lui offrir tellement plus que ça. Ça? La voix de Blake était tranchante d'offense. Travailler à 3 emplois, amener un enfant de 7 ans dans des immeubles de bureaux à minuit, vivre dans un appartement exigu. La voix de Madison était posée, sans cruauté, ce qui rendait la chose encore pire. Je peux lui donner des professeurs particuliers, les meilleures écoles du pays, des voyages, la culture, tout. Blake sentit la poigne d'Ethan se resserrer sur sa jambe. Les choses matérielles ne font pas une famille, maman. Non, mais elles offrent des opportunités. Ethan est clairement doué. Ses professeurs me l'ont dit. Il mérite d'atteindre son plein potentiel. Tu as parlé à ses professeurs? La tension monta chez Blake. J'ai fait des recherches approfondies. Madison sortit un document juridique de son sac à main de luxe. Voici une requête de garde prête à être déposée, mais je préférerais régler ça à l'amiable, sans traumatiser Ethan avec une bataille judiciaire. Blake regarda les papiers comme s'ils étaient une arme chargée. Que proposes-tu exactement? Ethan vient vivre avec moi. Je peux tout lui offrir. Éducation dans des écoles d'élite, programme d'été dans des universités prestigieuses. Exposition à l'art, la musique, les langues, une vie de possibilités plutôt que de limitations. Et moi? L'expression de Madison s'adoucit légèrement. Je ne suis pas sans cœur, Blake. Je reconnais les sacrifices que tu as faits, l'amour que tu lui as donné. Je suis prête à te verser une compensation généreuse pour le temps et les soins que tu lui as donnés. Blake se sentit comme giflé. Compensation? Tu veux m'acheter mon fils? Je veux ce qu'il y a de mieux pour Ethan tout en reconnaissant ta contribution dans sa vie. Ma contribution?
La voix de Blake monta de nouveau, faisant lever les yeux inquiets d'Ethan. Je suis son père, Madison, pas une babysitter que tu peux soudoyer. Mais tu n'es pas son père, n'est-ce pas? Pas biologiquement. Les tribunaux verront une mère biologique riche capable d'offrir de meilleurs soins contre un homme de la classe ouvrière sans droits légaux. Blake s'agenouilla au niveau d'Ethan, parlant doucement. Mon grand, peux-tu aller t'asseoir près de l'ascenseur et faire tes devoirs quelques minutes? Les adultes ont besoin de finir de parler. Ethan hésita. Est-ce que ça ira, papa? Ça ira. Je veux juste que tu nous laisses un peu d'espace. Une fois Ethan hors de portée immédiate, Blake se redressa, faisant face à Madison avec une fureur à peine contenue. Laisse-moi être clair. Ethan est mon fils sous tous les aspects qui comptent. Je suis son père depuis qu'il a 3 mois. Je ne vais pas te le vendre pour de l'argent. Blake, sois raisonnable. Pense à son avenir. Je pense à son avenir. Un avenir avec le seul parent qu'il ait jamais connu. Le parent qu'il a choisi chaque jour. La tenue de Madison se fissura encore. J'ai fait une erreur il y a 7 ans. Une erreur terrible et égoïste, mais je ne peux pas la défaire. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de réparer ça maintenant. En l'éloignant de la seule famille qu'il ait jamais connue. En lui donnant la vie qu'il mérite. Blake, regarde autour de toi. Regarde où tu as cette conversation. Dans un immeuble de bureau à 23 heures avec un enfant de 7 ans présent. Ce n'est pas la vie que devrait avoir un enfant. Blake sentit le poids de ces mots, la vérité qu'il avait essayé d'ignorer pendant des années. Mais son amour pour Ethan brûlait plus fort que la honte de leurs circonstances. Tu as 1 semaine pour réfléchir à mon offre, dit Madison en retrouvant son calme. Après ça, je dépose la requête de garde. Et Blake, mes avocats sont très compétents. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, Blake lui cria. Pourquoi maintenant? Pourquoi n'es-tu pas revenu quand il avait 2, 4 ou 5 ans? Madison s'arrêta sans se retourner. Parce que j'étais une lâche et que je pensais que si assez de temps passait, la culpabilité s'effacerait. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. Elle ne s'est jamais effacée. Les portes se refermèrent, laissant Blake seul avec Ethan et la douloureuse réalisation que son pire cauchemar allait commencer. Blake ne dormit pas pendant les 3 jours suivants. Il passa chaque moment libre à étudier le droit de la famille, appeler des avocats et documenter chaque aspect de sa relation avec Ethan. Quand la date limite de Madison arriva jeudi, Blake ne fut pas surpris de recevoir un appel de Rebecca Martinez vendredi matin. Blake, ils ont déposé, la requête officielle de garde est arrivée au tribunal ce matin. La voix de Rebecca était sombre. Madison Sterling contre Blake Thompson pour la garde de l'enfant mineur Ethan Thompson. Les jambes de Blake faillirent le lâcher. Et maintenant? Une audience d'urgence est prévue pour mercredi prochain. Elle demande la garde provisoire immédiate en attendant une évaluation complète. Blake, son équipe juridique est redoutable. Sterling Blackwood et associés. Ils sont spécialisés en droit de la famille à enjeux élevés et j'ai l'aide juridique. Nous allons nous battre, mais il faut que tu comprennes contre qui nous sommes. Elle prétend que l'abandon est dû à une dépression postpartum et à une instabilité financière, mais qu'elle est désormais capable d'offrir de meilleurs soins. Blake se sentit malade. Elle réécrit l'histoire. Les tribunaux entendent souvent cette histoire. Le récit d'une jeune mère qui a fait une erreur mais qui a maintenant les moyens de la réparer. Ça marche bien avec les juges. Cet après-midi-là, Blake reçut des papiers officiels au cabinet du docteur Martinez. La requête détaillait les affirmations de Madison, ressources financières importantes, foyer stable, droit de la mère biologique, inquiétude pour les conditions de vie et les opportunités éducatives actuelles de l'enfant. La colère de Blake devint une détermination froide. Si Madison voulait la guerre, il allait lui en donner une. « Papa, pourquoi tu es si triste ces derniers temps ?» demanda Ethan ce soir-là alors qu'ils partageaient leur dîner autour de leur petite table. Blake redoutait cette conversation. Mais Ethan méritait la vérité. « Tu te souviens de Madison, la dame qu'on a vue l'autre soir? Elle veut t'emmener vivre avec elle. » La fourchette d'Ethan claqua contre son assiette. Mais moi, je ne veux pas vivre avec elle. Je veux vivre avec toi. Je sais, mon grand. Et je vais me battre pour que ça arrive. Mais il y aura peut-être des moments difficiles. Quel genre de moments difficiles? On devra aller au tribunal où un juge décidera ce qui est le mieux pour toi. Il y aura des gens qui te poseront des questions,
et il pourrait venir chez nous. Les yeux verts d'Ethan se remplirent de détermination, rappelant douloureusement Madison à Blake. Je leur dirai que je veux rester avec toi. Je leur dirai que tu es le meilleur papa du monde. La gorge de Blake se serra. Ça veut tout dire pour moi, Ethan. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens diront, souviens-toi que je t'aime plus que tout au monde. Est-ce qu'ils vont m'emmener loin de toi? Blake ne pouvait pas lui mentir. Je ne sais pas, mais je vais me battre de toutes mes forces pour garder notre famille unie. L'audience de mercredi fut un cauchemar. Madison arriva avec 3 avocats très coûteux tandis que Blake s'assit à côté de Rebecca, vêtue d'un costume froissé. La juge, une femme sévère d'une 50aine d'années, écouta l'avocat principal de Madison dépeindre le portrait d'une mère réformée aux ressources illimitées affrontant un homme sans lien biologique avec peu de moyens. Votre honneur, argumenta l'avocat. Mademoiselle Sterling reconnaît ses erreurs passées, mais elle a montré une remarquable maturité personnelle et une stabilité financière. Elle peut offrir des opportunités éducatives, des soins médicaux et un cadre de vie que M. Thompson ne peut tout simplement pas égaler. Rebecca riposta avec force, insistant sur les 7 années de dévouement parental de Blake et l'attachement émotionnel d'Ethan. Mais Blake vit l'expression de la juge changer au fur et à mesure que les relevés financiers de Madison et les photos de son domicile étaient présentés. Compte tenu de l'écart considérable des ressources et de la capacité démontrée de la mère biologique à prendre soin de l'enfant, la juge statua. J'accorde la garde temporaire à Mademoiselle Sterling en attendant une évaluation complète. Monsieur Thompson aura des visites supervisées, ainsi que des droits d'écriture les week-ends. Le monde de Blake s'effondra alors que le marteau tombait. Ethan allait le quitter ce soir-là. Le regard de trahison et de terreur dans les yeux d'Ethan quand Blake lui expliqua la décision du tribunal était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Son fils lui était enlevé, et il était impuissant à l'arrêter. Les mains de Blake tremblaient tandis qu'il rangeait les vêtements d'Ethan dans la petite valise qu'ils avaient achetée ensemble dans un magasin d'occasion des années auparavant. Chaque objet semblait arracher un morceau de son cœur. Le pyjama dinosaure qu'ils avaient choisi ensemble. Les baskets usées qui avaient foulé d'innombrables aventures. « Je ne veux pas y aller, papa », murmura Ethan en serrant son éléphant en peluche. « S'il te plaît, ne me force pas. » Blake s'agenouilla près de son fils, retenant des larmes qui menaçaient de le briser complètement. « Je ne te force pas, mon grand. C'est la juge qui a décidé, et on doit respecter les règles. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ça ne change pas combien je t'aime. » Quand Madison arriva avec son chauffeur, Ethan s'agrippa à Blake si désespérément que le superviseur désigné par le tribunal dut les séparer doucement. « Je te verrai ce samedi. »« D'accord. Juste 4 jours. » Blake promit d'une voix brisée alors qu'Ethan était emmené en sanglots. Le manoir Sterling de Madison était tout ce que l'argent pouvait acheter. Sol en marbre, lustre en cristal, une chambre plus grande que l'appartement entier de Blake. Mais la richesse ne pouvait acheter ce dont Ethan avait le plus besoin. « C'est ta chambre, mon chéri », dit Madison en ouvrant la porte sur une pièce décorée par un professionnel, avec des jouets chers encore dans leurs emballages. Ethan resta planté dans l'encadrement, l'air perdu. « Où est mon éléphant? Il est là, mais tu ne veux pas essayer certains de ces nouveaux jouets? Je veux rentrer à la maison. Je veux mon papa. » La première nuit fut catastrophique. Ethan hurla pour Blake jusqu'à l'épuisement. Madison engagea un psychologue pour enfants, un spécialiste du sommeil pédiatrique, même une nounou à temps plein, mais rien n'y fit. Pendant ce temps, le monde de Blake s'écroulait. Il se déclara malade au cabinet du docteur Martinez, incapable de se concentrer. Quand il tenta de faire son service de nuit au bâtiment Méridien, il éclata en sanglots dans le même couloir où Madison l'avait confronté. « Monsieur Thompson, je suis désolé, mais nous avons besoin de quelqu'un de fiable, » expliqua son superviseur. Quand Blake manqua son 3e service, il perdit 2 de ses 3 emplois en une semaine, survivant avec son dernier salaire de concierge scolaire. La cruelle ironie de nettoyer l'école d'Ethan pendant que son fils vivait dans un manoir de l'autre côté de la ville. La visite supervisée du samedi fut une torture pour eux deux. Ethan se jeta dans les bras de Blake, refusant de lâcher prise quand les 2 heures furent écoulées. « Ramène-moi à la maison, papa. Elle est gentille, mais ce n'est pas toi. Je ne veux pas tous ces jouets. Je veux juste toi. » Le cœur de Blake se brisa en voyant Ethan emmené une fois de plus. Les cris désespérés du garçon résonnaient dans le bureau des services familiaux.
Madison observa depuis le parking, témoin du lien brut entre Blake et Ethan qu'aucune somme d'argent ne pouvait reproduire. Pour la première fois depuis qu'elle avait obtenu la garde, elle commença à se demander si la victoire légale signifiait vraiment faire ce qui était juste. Au manoir, Ethan refusa encore de dîner, assis près de la fenêtre de sa chambre et regardant dans la direction de leur ancien appartement. « Mon papa me manque », murmura-t-il à son éléphant, la seule constante de son vrai foyer. Madison resta devant sa porte, écoutant le chagrin de son fils biologique et commençant à comprendre l'ampleur de son erreur. 3 semaines après la mise en place de la garde, Madison écoutait toujours les sons qui lui brisaient le cœur chaque nuit, sanglots étouffés et murmures suppliants pour le papa Blake que ni les jouets coûteux ni les interventions professionnelles ne pouvaient apaiser. Le docteur Sarah Chen, la psychologue pour enfants engagée par Madison, fit un diagnostic dévastateur lors de leur consultation mardi matin. Mademoiselle Sterling, déclara-t-elle. Ethan présente des symptômes classiques de traumatisme de séparation. Son refus de manger, la régression de son comportement, les troubles du sommeil. Ce sont des indicateurs sérieux que cet arrangement est psychologiquement nuisible. Mais avec le temps, il va s'adapter, non? Les enfants ne s'adaptent pas à la séparation de leur figure d'attachement principale. Monsieur Thompson a été le seul parent d'Ethan pendant 7 ans. Vous demandez essentiellement à un enfant d'oublier le seul père qu'il ait jamais connu. Ce soir-là, Madison regarda un puissant Ethan assis encore près de sa fenêtre, serrant son éléphant en peluche et regardant au loin. « Ethan, mon chéri. Veux-tu passer un appel vidéo avec un de tes camarades d'école? Je veux appeler Papa Blake. Nous en avons déjà parlé. Le tribunal a dit que tu ne peux lui parler que lors des visites supervisées. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Pourquoi le punissez-vous de m'aimer? » Cette question frappa Madison comme un coup physique. Dans l'esprit de son fils de 7 ans, elle était la méchante qui punissait le héros qui l'avait sauvé. Le point de rupture arriva jeudi soir. Madison se réveilla en entendant les cris venant de la chambre d'Ethan et le trouva en pleine crise de panique, hyperventilant et appelant Blake avec des pleurs désespérés et terrifiés. « Je n'arrive pas à respirer. Je veux mon papa. S'il te plaît, je n'arrive pas à respirer. » Madison le tint dans ses bras pendant que les ambulanciers étaient appelés. Regarder son fils biologique lutter pour respirer tout en sanglotant pour un autre homme alors que l'ambulance les emmenait à l'hôpital fut une révélation. Madison comprit enfin la vérité qu'elle avait évitée. Elle ne sauvait pas Ethan. Elle le détruisait. Le docteur Rodriguez aux urgences fut direct. Cet enfant souffre d'une anxiété de séparation sévère. Quoi qu'ait causé ce déplacement doit être traité immédiatement, sinon nous risquons des dommages psychologiques à long terme. Vendredi soir, Madison prit une décision qui alla à l'encontre de toutes les victoires légales qu'elle avait obtenues. Elle conduisit jusqu'à l'appartement de Blake et le trouva dans un état qui la choqua. Blake ouvrit la porte, les yeux creusés et brisés, clairement amaigri et fatigué. Son appartement, bien que petit, était rempli de preuves de cette année de parentalité dévouée. Des photos d'Ethan partout. Ses dessins collés sur le frigo. Son petit bureau où il faisait ses devoirs. Madison, que se passe-t-il? Ethan va-t-il bien? L'inquiétude immédiate dans la voix de Blake, malgré tout ce qu'elle lui avait fait subir, submergea complètement la culpabilité de Madison. Blake, je dois te dire quelque chose. J'ai fait une terrible erreur. Blake s'écarta pour la laisser entrer. Que veux-tu dire? Ethan ne s'épanouit pas avec moi. Il souffre beaucoup. La nuit dernière, il a eu une crise de panique si grave que nous avons fini aux urgences. Le visage de Blake devint pâle. Est-il blessé? Pas physiquement, mais émotionnellement. La voix de Madison se brisa. Je pensais pouvoir lui offrir tout ce dont il avait besoin, mais je ne peux pas lui donner ce qui compte le plus, toi. Tu es son père, Blake. Pas biologiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Je le vois maintenant. Blake s'effondra dans son canapé usé, dépassé. Tu veux dire que... Je veux retirer la demande de garde. Je veux qu'Ethan rentre à la maison, là où il appartient. Madison prit une pause, rassemblant son courage. Mais j'espère que tu me laisseras gagner une place dans sa vie. Pas comme sa mère qui l'a enlevé à toi, mais comme quelqu'un qui tient à lui et veut soutenir la famille que tu as construite. Blake la regarda, incrédule. Tu abandonnerais la garde légale? Je donnerais tout pour arrêter de faire souffrir ce beau garçon. Il est avec toi, Blake. J'espère juste qu'un jour,
il pourra me pardonner. Pour la première fois en 3 semaines, Blake sentit un espoir. 2 ans plus tard, Blake se tenait dans la salle d'audience du juge Harrison, portant le seul costume qu'il possédait, regardant Ethan s'agiter d'excitation sur la chaise à côté de lui. Le garçon de 9 ans avait grandi, gagné en confiance, mais ses yeux verts brillaient toujours de cet amour qui avait soutenu Blake pendant leurs jours les plus sombres. « Votre honneur » commença le juge. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour la procédure finale d'adoption d'Ethan Thompson. Je comprends que cette affaire a une histoire inhabituelle. »« Oui, votre honneur. » La voix de Blake était maintenant assurée, renforcée par 2 ans de reconstruction de leur vie. « Ethan est mon fils à tous égards depuis qu'il a 3 mois. Aujourd'hui, cela devient officiel. » Madison était assise au dernier rang, venue de Chicago où elle vivait désormais. Elle portait une robe simple, loin des vêtements de créateurs de leur première confrontation, et son visage reflétait une paix obtenue après des mois de thérapie et un vrai changement. « Ethan, » dit le juge Harrison avec gentillesse. « Comprends-tu ce que signifie l'adoption » Ethan se leva avec la confiance que Blake avait nourrie en lui. « Oui, madame. Cela veut dire que même si mon papa et moi n'avons pas le même ADN, il choisit d'être mon vrai père pour toujours, et personne ne pourra jamais changer ça. Et c'est ce que tu veux ? Plus que tout, parce qu'il était déjà mon vrai père. Aujourd'hui, c'est juste pour que tout le monde le sache aussi. » Les yeux de Blake se remplirent de larmes lorsque le juge signa les derniers papiers. « Félicitations, monsieur Thompson. Ethan est maintenant légalement votre fils. » La salle d'audience éclata en applaudissements silencieux de la petite assemblée. Rebecca Martinez, Madame Henderson, Miguel du bâtiment de bureau, et même le docteur Martinez, qui avait réembauché Blake une fois la situation de garde stabilisée. Après la cérémonie, Madison les aborda dans le couloir. « Blake, Ethan, félicitations. » Son sourire était sincère, sans la fin désespérée qu'il avait animée 2 ans plus tôt. « J'ai quelque chose pour vous. » Elle tendit à Ethan un paquet emballé. À l'intérieur, un album photo intitulé The Sterling Foundation for Single Parents avec des photos de Blake coupant le ruban d'un centre communautaire. Madison avait créé une fondation. Blake expliqua à Ethan. Elle aide d'autres parents célibataires en difficulté et m'a demandé d'en être le directeur ici en ville. C'est ma façon de transformer mes erreurs en quelque chose de significatif. Madison ajouta. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux aider d'autres familles à rester unies. Ethan regardait les 2 adultes qui avaient façonné sa vie de façon si différente. Madison, merci de m'avoir laissé rester avec mon papa, et merci aussi d'aider d'autres enfants. Madison s'agenouilla à sa hauteur. Ethan, tu m'as appris quelque chose de très important. Être parent, ce n'est pas donner naissance à quelqu'un. C'est choisir de l'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. Ton papa l'a fait pour toi quand moi, je ne le pouvais pas. Peut-être que ça rend notre famille encore plus spéciale, répondit Ethan pensivement. Parce qu'on s'est choisi. Plus tard ce soir-là, Blake et Ethan étaient assis dans leur nouvel appartement. Plus grand maintenant, grâce au travail stable de Blake à la fondation, ils regardaient de vieilles photos. « Papa, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui serait arrivé si Madison n'était jamais revenue ?» Blake réfléchit attentivement. « Je pense qu'on aurait été heureux, rien que nous deux. Mais peut-être que Madison avait besoin de revenir pour apprendre à être meilleur, et pour que nous puissions apprendre que notre famille est assez forte pour inclure ceux qui veulent nous aider. Alors maintenant, j'ai un papa qui m'a choisi, et, comment devrais-je appeler Madison ? Ce qui te semble juste. Peut-être juste Madison. Elle n'est pas ma maman. Tu es ma famille. Mais c'est quelqu'un qui tient à nous et qui aide les autres. Ça la rend importante aussi. » Blake serra son fils dans ses bras, admirant la sagesse dans le cœur de ce garçon de 9 ans. « Tu sais quoi, Ethan ? Tu as absolument raison. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme les étoiles que Blake avait promis un jour à Ethan d'aimer plus que tout. À l'intérieur, un père et son fils qui s'étaient trouvés par l'amour plutôt que par la biologie, s'installaient pour une autre soirée ensemble, sûrs que certains liens sont plus forts que l'ADN. Blake avait appris que la famille, ce n'était pas ceux qui t'ont créé, mais ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour, à travers toutes les épreuves, avec une dévotion sans faille. Et ce genre d'amour ne peut jamais être enlevé. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel d'amour, de sacrifice et de ce que signifie vraiment être une famille. Souvenez-vous, les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux avec lesquels on est,
mais ceux que l'on choisit de construire et de chérir chaque jour.